وقت فروت جا وقت فروت وقت فروت جا وقت فروت جا وقت فروت. عصير مراكش جاب ليكم الجديد. فروت عصير بالفواكه غني فيتامين سي، يعطيكم النشاط اللي تحتاجوه كبار وصغار كل نهار. جا وقت فروت، جا وقت النشاط. جا وقت فروت جا وقت فروت. ونزيدكم الحجم العائلي ب6 دراهم فقط. Bonjour, amis de l'opinion des jeunes. Je vous retrouve dans une nouvelle édition de notre émission Face à Face, Face to Face, où nous recevons des sommités, de différentes professions, de différents intérêts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir dans nos studios ici Monsieur Jamal Amir. Monsieur Jamal Amir est un écrivain, il est enseignant et il s'est intéressé depuis de longues années, je vais lui donner la parole pour qu'il nous élabore sur ses domaines d'intérêt. Il s'est intéressé à la question palestinienne, il s'est également intéressé aux Juifs marocains dans leur devenir ici, chez nous, au Maroc, et à l'extérieur, notamment en Israël et de par le monde, au Canada, aux États-Unis. Monsieur Jamal Amir est titulaire de plusieurs diplômes, a écrit plusieurs publications, enseigné, consulté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Bienvenue dans l'opinion des jeunes. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? J'ai fait, disons, tout ce qui est en rapport avec le monde intellectuel. C'est-à-dire, j'ai écrit, j'ai enseigné et j'ai conseiller, voilà. Et puis j'ai décidé maintenant d'écrire très sérieusement sur des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Pourquoi? Voilà. Parce que quand vous enseigniez, quand vous écriviez, quand vous consultiez, c'était pas sérieux? Non, c'était sérieux, mais j'avais pas le temps d'écrire de manière sérieuse. Parce que pour écrire, ce que j'appelle écrire de manière sérieuse, c'est vraiment prendre le recul de la documentation, prendre le recul de l'enquête, prendre le recul de la conversation et de l'échange avec les gens, et ensuite, véritablement, prendre le recul de l'écriture. Et après, c'est pas fini, parce que c'est très important aujourd'hui, et le plus important, et prendre le temps de produire quelque chose de lisible. C'est-à-dire la notion de lisibilité aujourd'hui, bon, on va pas rentrer dans ça, mais là, si on veut écrire en noir sur blanc, il faut être extrêmement lisible, il faut que ce soit très attrayant. Donc voilà, ce sont des choses qui prennent du temps, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire des reportages pour les médias et donner des cours à la fac et écrire un bon bouquin. Voilà. Alors aujourd'hui, vous nous dites que vous êtes totalement consacré à la recherche, d'un côté, et à son expression, l'écriture. Oui. Alors je consulte encore pour gagner ma vie, oui. Mais essentiellement, franchement, depuis 2019-2020, j'écris. Donc, ce livre, donc le Maroc, Israël et les Juifs marocains, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Qui est l'objet de notre rencontre, c'est le premier produit. Et je travaille maintenant sur 2 autres projets qui sont complémentaires avec ce premier livre, qui sont tout aussi intéressants. Et je pense qu'on va vers une publication 2024. Et laissez-moi planter le décor. Ça fait 25 ans. 25 ans où vous êtes intéressé à la question des relations Maroc-Israël, des Juifs marocains, comme je disais en introduction, ceux d'ici, dans leur départ, etc. Plusieurs voyages, nombreux voyages en Israël et ailleurs, des rencontres, des centaines de rencontres, des milliers de documents consultés, etc. pour cette question, par intérêt ou pour ce qu'elle représente? Moi, je pense que c'est l'histoire, la culture d'abord, le monde de la culture est passionnant. Et quand on s'intéresse à la politique, qui est aussi un domaine passionnant, vous savez, on passe notre temps à discuter en fait politique et culture, beaucoup. La culture, c'est vraiment la vie. On a l'impression, beaucoup de gens ont l'impression que la culture, c'est quelque chose de nébuleux, d'intellectuel sans être intellectuel, etc. Mais la culture, c'est nous, c'est ce qui nous fait, nous. Moi, en fait, j'ai découvert la politique à travers la culture.
J'ai découvert... La culture est politique? Alors, j'ai découvert l'intérêt de la politique à travers des cours d'anthropologie culturelle et politique que j'ai pris. D'anthropologie, je n'avais jamais entendu parler de ça quand j'étais étudiant en France, mais j'ai découvert ça quand je suis arrivé aux États-Unis. Et surtout, j'ai fait ça avec un très bon prof, qui est resté mon prof et mon ami jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai découvert des écrits que je ne soupçonnais pas sur la culture. Par exemple, quand j'ai appris qu'au Maroc, il existait des saints, des marabouts juifs et musulmans, et des marabouts et des saints juifs où les musulmans pouvaient aller, et des saints et des marabouts musulmans où les juifs pouvaient aller, c'était des études faites par des chercheurs américains, des anthropologues américains. Je me suis dit, bon, si moi je suis marocain, j'ai 25 ans aujourd'hui, j'ai passé du temps à la fac en France, j'arrive aux États-Unis, et j'arrive aux États-Unis où je découvre des choses sur mon pays écrites par des chercheurs américains, des anthropologues américains, bon, c'est que ce sont des gens qui ont quelque chose à nous dire. Oui. Donc cette culture juive, c'est un intérêt pour vous? Oui, Vous la découvrez aux États-Unis et puis ensuite non, vous y penchez? je ne l'ai pas découverte aux États-Unis. Quand on vit au Maroc, moi j'ai grandi à Casa. Mais dans sa dimension, dans sa complexité, oui, dans son impact? Oui, dans sa dimension, dans sa complexité, parce que bon, je suis parti du Maroc à l'âge de 18 ans, donc après tout ce temps-là. Mais en France aussi, il y avait des choses, c'était intéressant en France. Quand on est en France, des fois, on croise des gars. Ah, tu viens d'où? Tu viens de Casa? Oui, on est parti, machin. Donc on rencontre des juifs marocains qui sont partis, qui sont en France. Ils sont encore marocains, mais ils sont en France. Et on se doute bien qu'ils ne vont pas forcément revenir au Maroc, etc. Et puis on rencontre aussi des juifs d'origine algérienne. Alors ça, c'est une autre histoire, etc. On essaie de comprendre cette complexité. Et moi, j'ai toujours été dans l'étude, la recherche, l'intérêt politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une... Vous en parlez d'ailleurs dans votre pavé, ce que j'appelle un pavé, que vous avez... J'allais dire jeté, permettez-moi de dire jeté, dans une mare d'une situation très complexe, très, pas aisée à comprendre, encore moins à traiter. Voilà, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité marocaine de cette culture? Est-ce qu'elle n'est pas différente? Est-ce qu'on peut la comparer à ce qui se passe ailleurs, à ce qui est ailleurs? Vous parlez d'Algérie. Oui. Est-ce qu'on peut comparer? On peut dire que c'est la même chose? Alors, quand vous dites, créer et produire ce pavé dans une situation un peu difficile, la situation est toujours difficile au niveau de l'actualité, Maghreb ou Moyen-Orient depuis un demi-siècle, sinon plus. Il se passe toujours quelque chose entre des juifs et des musulmans quelque part. Il se passe toujours quelque chose au niveau du Proche-Orient. La fois où il a commencé à se passer des choses positives, comme dans les années 90, c'était presque, entre guillemets, trop beau pour être vrai, donc ça a fini un peu par se détériorer. Mais globalement, on a fait beaucoup de progrès sur le plan diplomatique et des relations israélo-palestiniennes depuis les années 90. Il ne faut pas se leurrer non plus. C'est pas parce que, par exemple, ces dernières semaines, on a vu ce qui se passe entre l'armée israélienne... Mais en fait, on va arriver à ça. Moi, je voulais parler de la spécificité marocaine. Voilà, exactement. Les spécificités du judaïsme marocain et de la culture marocaine par rapport à leurs éléments juifs sont énormes. Elles sont énormes. Et je trouve presque dommage que moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 25-30 ans, on n'en parlait pas. Est-ce que c'était parce que la majorité des juifs étaient partis du Maroc? Ou est-ce qu'on pensait que... On ne comprenait pas? On ne comprenait pas ce qui se passait. On ne s'attendait pas à ce qui allait se passer? On ne voulait pas comprendre. On se disait, c'est quelque chose qui a existé, qui est parti, ça ne va pas revenir. En fait, ce n'était pas la vision de feu Sa Majesté Mohamed V, de Sa Majesté Hassan II, et absolument pas la vision de Sa Majesté Mohamed VI. Alors, le fait que ça revienne... Alors, ce qui a aidé à la renaissance, disons, de la culture juive marocaine, c'est certainement les accords d'Oslo. Parce que les accords d'Oslo... Qu'on touchera. Oui, ils ont amené la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ils ont amené l'établissement des premières relations diplomatiques entre les Israéliens et le monde arabe, sauf l'Égypte. L'Égypte, c'était 79, mais la Jordanie, c'était 94. Et les premiers accords d'Oslo, c'était 93. Et avec le Maroc, la Tunisie... Mais bien avant, professeur Amir, bien avant. Voilà une population
qui vivaient en paix à Sfro, à Dbdou, à Casablanca, à Rabat, Souaira. à Fès, à Souaira, un petit peu partout, qui vivaient en paix. Et puis ensuite commençait un ruissellement vers, au lendemain de 48, de 47, pardon, un ruissellement progressif qui est devenu par la suite ce que vous appelez un torrent. Oui. Et durant cette période, le Maroc s'est vu délesté de sa population juive, une blessure Oui. qui va revenir, dont on va parler. Donc 180 000 de quelque chose, 180 000, certains disent 300 000, il en reste 3 500. Oui. Globalement, Oui. ça ne s'est vu nulle part. Oui. Oui. On est passé de 300 000 sur environ 6 millions d'habitants en 48 à 3 000, 3 500 aujourd'hui sur 38 millions L'ensemble du d'habitants. territoire. L'ensemble du territoire. Ouais. Alors c'est cela justement. Oui. C'est cette Alors, spécificité-là que ouais. je voudrais que vous Alors, essayiez de clarifier pour nous. vous savez, il y a un philosophe français, je ne me souviens plus si c'est, je crois que je crois que c'est Sartre qui avait dit ça. Enfin, j'ai retrouvé ça en lisant récemment un dossier sur les 50 ans d'anniversaire du quotidien français Libération, pour vraiment comprendre ce genre de situation complexe, de situations qui ont été longtemps tabous aussi, pour en parler, de situations dont on ne savait pas comment parler, on va dire. Il faut que nous ayons le courage. Et nous, c'est quand même notre tâche, notre responsabilité. Si nous, on ne le fait pas en tant que journaliste, en tant que prof, en tant qu'écrivain. En tant que citoyen. Oui, en tant que citoyen. Alors aussi, Parce que nous avons perdu des amis, nous avons perdu énormément de choses. Aussi, alors je dirais aussi en tant que citoyen, mais on ne va pas non plus exiger de chaque citoyen d'être philosophe, on va dire, ou d'être penseur ou prof. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais oui, bien sûr, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire comment, et véritablement, il y a quelque chose à comprendre. Et d'ailleurs, j'en parle à la fin du livre. Oui. J'en parle à la fin du livre, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore arrivé à tout comprendre, en fait. À comprendre, pourquoi ? Parce qu'il faut écouter tous les Marocains, les musulmans, les juifs, ceux qui sont en Israël, ceux qui sont au Canada. Pourquoi on quitte le Maroc, par exemple ? Pourquoi un juif marocain quitte le Maroc ? Pas pour aller en Israël, mais pour aller au Canada ou en France. Au même titre que n'importe quel autre Marocain qui veut Exactement. Voilà, par exemple. Et ça, on ne le voyait pas il y a quelques années. Maintenant, on commence à le voir. Maintenant, on se dit, dans les années 60, les Marocains, musulmans, juifs, il y en avait beaucoup qui étaient aussi fauchés les uns que les autres. Oui. Donc certains partaient, grâce aux accords entre Rabat et Bruxelles, ils partaient dans les mines en France, grâce aux accords avec l'OMI, l'Organisation des migrations internationales françaises, je crois, ou l'Organisation des migrations français. Ils partaient dans les mines en France ou dans la sidérurgie en Lorraine, ou ils partaient travailler à Bruxelles. Et d'autres partaient en Israël pour mieux vivre. Alors pourquoi ils sont partis ? Alors qu'ici, relativement, les choses se passaient bien. Alors, les choses, relativement, se sont bien passées, et elles se sont toujours bien passées. Mais il y a toujours eu des incidents. C'est normal. Il faut le savoir. Ce qui est normal, ce qui est plus normal, c'est que ces incidents créent de la peur et créent une forme d'insécurité. C'est-à-dire que quand vous avez la création de l'État d'Israël, par exemple en 1948, vous avez des incidents à Jrada et à Oujda. Alors, on ne sait pas trop si c'est plus ou moins manipulé par les mouvements nationalistes ou par les Français, par les forces du protectorat français. Il y a des incidents à Sidi Qassam, il y a des incidents à Meknès, etc. Mais parallèlement à Sfro, comme je disais, à Debdo, protection. Les gens étaient ensemble, Bien vivaient sûr. ensemble, Non. se partageaient plein de choses. Rien n'est exclusif. Voilà. En 67, à Sfro, donc là, on est en 67, donc oui. Beaucoup de temps est passé. Et en 67, à Sfro, les musulmans, la majorité des musulmans, protègent la communauté juive contre toute velléité de quelques petits groupes qui voudraient, parce qu'il se passe ce qui se passe en 67 au Proche-Orient, agresser des juifs par vengeance ou quoi que ce soit. Et j'en parle dans mon livre, et il y a d'autres livres qui en parlent. Les familles musulmanes, amies des familles juives, faisaient dormir leurs enfants
à l'intérieur des maisons juives et à l'extérieur des maisons juives durant ces mauvaises semaines de juin 67. Mais il faut savoir aussi qu'en juin 67, par exemple, Qui était une période extrêmement Tendue. délicate, et tendue. très tendue. Oui. Très tendue. En juin 67, le Medina diyal Dar el-Beda, par exemple, il y a eu des moments où les gens étaient regroupés, donc les musulmans, ils étaient regroupés, et c'était des slogans anti-juifs, des slogans anti-impérialistes, des couteaux au bout de la main, etc. Amplifié. Et les gars voulaient sortir de la Médina pour aller vers le Mellah et pour aller vers Place Verdun, pour agresser des juifs. Mais, j'en parle dans mon livre, mais en 67, j'ai eu d'assez bonnes informations là-dessus, mais en 67, Les 67 Juin est vraiment encore tendu, hein, Oui. très tendu encore. Et Mais puis les, ensuite- mais les consignes au niveau de la sécurité au Maroc ont été très 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 claires et très fermes. On ne touche sous aucun prétexte un Marocain juif. un juif marocain. Un juif marocain. Sous aucun prétexte, on sait ce qui se passe au Proche-Orient, on connaît on peut nous être en colère ici, bien sûr la cause palestinienne, mais pour qu'un Marocain musulman touche un Marocain juif sous prétexte que les Israéliens et les Égyptiens et les Syriens se font la guerre au Proche-Orient, hors de question, et ça a été tenu. Alors cette relation entre juifs marocains, juifs et musulmans marocains, on peut la considérer comme une partie de cette clé de voûte qui va se construire au fur et à mesure où la politique viendra intervenir, où les affaires viendront intervenir, etc. Oui. Et qui va déboucher sur cette alchimie qui s'est composée progressivement, qui est devenue ce que nous voyons, qui a donné les résultats que nous voyons aujourd'hui, que nous discuterons, que d'ailleurs Ouais. vous traitez avec beaucoup de détails, en y mettant beaucoup de personnes, etc. dans votre pavé. Oui, alors, ce qui est vraiment très, très, très frappant à propos du cas marocain, en tant que société multiculturelle et société qui, pendant un moment, avait une très importante communauté juive, je veux dire, vous devez probablement vous en souvenir au Maroc, dans les années 60-70, la vie était musulmane, juive. La question ne se Il y posait avait- pas. je veux dire, ma mère enseignait à Casa au Ma'arif, la directrice de l'école était juive à la fin des années 60. Oui. Mathalan. Mes amis à l'école, bon, beaucoup de choses comme ça. On allait à la plage. Je sais pas, une famille juive, une famille musulmane, je veux dire, pour nous, C'est ça des posait pas de Marocains. problème. En revanche, oui, je veux dire, ça me posait, je veux dire, c'était la même chose. On se posait même pas la question. Là où on a commencé à se poser la question, c'est que quand les membres de la communauté juive ont commencé à partir. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait on était un corps, donc le corps marocain, et il y avait une hémorragie quelque part. Mais malgré cela, et c'est là où la politique est importante, où les rois du Maroc ont joué un rôle important, notamment, bon là, on est sur Mohamed V, après Hassan II, et où la culture finalement, où ce pays a une culture qui est assez inclusive, par exemple. Politiquement, moi ça je le note, parce que vraiment j'ai essayé de faire le tour de la question. Je pense que vous l'avez fait. Non, mais au niveau de ce qui s'est passé en Europe, de ce qui s'est passé dans le monde arabe, j'ai essayé de comprendre pourquoi les Juifs irakiens étaient partis, quand, les Égyptiens, pourquoi, quand. Vous savez, au Maroc, jamais le pouvoir politique n'a instrumentalisé de manière négative la présence juive au Maroc ou la question juive. Pourquoi Jamais. l'aurait-il fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors? Parce que nous sommes différents. C'est justement Bah, cela. oui. Parce que nous sommes C'est ce que différents, j'ai- parce qu'il y a cette C'est ce particularité. que j'ai essayé de comprendre. Voilà. Ce que je veux dire, même l'Égypte, vous voyez Ouais. l'Égypte, avec toutes ces guerres, avec Israël, avec toutes ces histoires et tout, 48, les officiers, Nasser 52, etc. Les Égyptiens en 48, ils n'ont pas touché à leurs juifs, on va dire, entre guillemets. Mais ils ont quand même appuyé Non, ou en 52. Mais en 56, lorsqu'il y a eu l'intervention aérienne militaire franco-britannico-israélienne,
Bon, là, Nasser et les officiers et les Égyptiens, et pour aussi assouvir une forme de vengeance, et puis pour satisfaire peut-être l'opinion publique, etc. Là, ils ont sauté un plan, ils ont dit tous les Juifs dehors. Alors que... Mais avant eux, Choukairi a dit ça également. Oui, oui, oui. Et non. vous le dites dans votre, Oui, dans oui, votre oui, livre. oui, bien sûr. C'était bien sûr. le panarabisme nassérien, tous azimuts, utiliser n'importe Ouais. quoi Et lui- pour renforcer cette image. Oui. Mais le Maroc n'est pas là-dedans. Non. Et le Alors- Maroc a su. Alors, est-ce que c'est notre destin d'avoir, comment dire, et je dis vraiment dans la peine, perdu autant, mais gagné autant également, le destin qui se manifeste, qui se concrétise, ou alors c'était une vision des uns comme des autres. Alors, une vision, c'est clair. C'est un choix politique. C'était un choix. C'était un rare choix de sagesse politique avec une vision à long terme qui respecte tous les aspects de la culture. Qui intègre. Intègre, oui, qui intègre et qui respecte tous les aspects de la culture marocaine. Je veux dire que si, par exemple, les officiers égyptiens au Nasser, en 1956, quoi que fasse l'armée française ou anglaise ou les Israéliens, hein, ou l'armée israélienne, les Juifs égyptiens, ce sont des Égyptiens, ce sont des éléments de la culture égyptienne. Qu'est-ce que moi je vais aller m'en prendre à des Juifs égyptiens pour satisfaire la rue égyptienne qui est en train d'hurler mort aux Juifs ou je ne sais pas quoi, ou là pour me... Les Irakiens, la même chose. Vous savez, il y a des anecdotes sur l'Irak. Moi, je n'en reviens pas encore. Je n'en reviens pas encore. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, il y a 2-3 ans, il y a eu cette exposition à l'Institut du monde arabe à Paris sur les Juifs d'Orient. J'y suis allé, j'ai eu vraiment... J'ai eu la Certains chance, j'ai eu voulaient le contester, privilège. mais qui étaient là quand même. C'est une Hein Oui. une Non, mais exposition qui est venue. Oui, mais je ne voulais pas parler de ce point-là. Je voulais D'accord. parler de l'Irak, parce que j'ai D'accord. découvert, parce que j'ai lu des choses, j'ai discuté avec des gens et tout. Et quand j'étais à cette exposition, j'ai appris beaucoup de choses sur les Juifs irakiens. Vous savez, il y a eu donc la guerre de 48, des accords d'armistice qui ont été négociés jusqu'en 49 entre Israël, les Jordaniens, les Libanais, les Syriens, les Irakiens. Là-bas, les Irakiens, de l'autre côté de la Syrie, mais ils étaient en guerre contre Israël et les Égyptiens. Pour dire quoi? Pour dire que les Irakiens, un matin, les politiques, l'Irak, quelle culture, quelle profondeur, quelle richesse, tout ce que vous voulez, la Mésopotamie, Babylone, le Tigre et l'Euphrate. Ben, ils avaient besoin, un matin, ils se sont réveillés, enfin, je caricature bien sûr, ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Vous savez, la communauté juive irakienne, c'est encore vraiment quelque chose de magnifique sur le plan de la C'est des culture. poètes, c'est des musiciens. La culture, la richesse, la contribution à la culture régionale, à la culture arabe, à la culture du Moyen-Orient. Ben, un matin, ils avaient besoin, les Irakiens, le pouvoir irakien avait besoin d'un bouc émissaire. Et vous savez quoi? 6 mois auparavant, par exemple, c'était pour ça, comme quoi il faut se méfier des fois de la nature humaine, Miss Irak était une juive irakienne. Oui. 49. Avec le cordon, le bandeau, là, l'écharpe remise par le Premier ministre lors d'une soirée, on se croirait à l'époque, vous connaissez les images de cette époque, on se croirait à Rome ou à Paris ou à Beyrouth ou au Caire, c'est la même chose, 1949. Eh bien, le pouvoir se lève après la signature de l'accord d'armistice. Le ton, à l'époque, est très, très anti-juif, très anti-sioniste. Les Israéliens sont en train en mille pieds en Palestine, ils sont en train de grignoter sur les territoires palestiniens, etc. Et les Irakiens se lèvent et ils décident que les Irakiens sont expulsés. Et on a, en quelques semaines, 150 000 Juifs qui sont jetés dehors. Voilà. Et c'est justement ce genre ça n'a d'acte. jamais été fait au Maroc. Non, ça ne pouvait pas être fait au Maroc. Et ça ne fait que renforcer ce que je disais tout à l'heure. Je voulais que vous attardiez là-dessus. C'est cette particularité qui fait que nous sommes différents.
Oui, nous nous- restons ensemble. Ben, nous- Combien même Mohamed V dira que vous me prouvez de mes juifs marocains, ils partent, je ne comprends pas pourquoi. c'est pour ça que la- Hassan II dira que partout vous serez des ambassadeurs de votre pays. Mais c'est pour ça que la politique est très importante. Oui. Et que le rôle des dirigeants politiques est très important. Vous pouvez avoir des gens, vous savez, le dirigeant irakien de l'époque, il était peut-être pas plus bête que Mohamed V. Mais Mais il n'était pas roi. il avait mais il avait cette faiblesse. Il n'était pas roi. Oui, il était C'est peut-être pas différent. roi, mais il avait cette faiblesse. Je veux dire, c'est comme les manipulations qu'il y a pu y avoir en Europe dans les années 30. Vous avez quelqu'un, Hitler, il est allemand, c'est le pays de Wagner, c'est le pays de X, de Y, etc. Mais le jour où ils ont besoin, où certains dirigeants ont besoin de quelque chose de facile pour réorienter les regards du peuple vers quelque chose de plus simple, de plus criminel, de plus simpliste, ben, ils l'utilisent. Au Maroc, il n'y a jamais eu cette tentation, ni sous Mohamed V, ni sous Hassan II, ni sous Mohamed VI, mais plus encore, et mieux encore, non seulement il n'y a pas eu cette tentation, mais il y a eu revalorisation. C'est-à-dire que non seulement Mohamed V n'a jamais eu la tentation de dire « Ah, on va résoudre ce problème en allant de ce côté-là », mais il a dit il n'y a pas de citoyens juifs dans ce pays, il n'y a que des citoyens marocains. Hassan II a dit à un moment ils partent, ils ont leur raison, mais on perd un citoyen, mais on gagne un ambassadeur. Oui. Absolument. Et Mohamed VI a dit à Londres en 2010 la culture juive fait partie de notre culture depuis 3000 ans. Il est temps et nous allons l'intégrer de manière plus forte. Et en fait, ça préannonçait 2011 et puis beaucoup de choses. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit être véritablement fier pour notre passé, pour notre présent et fier pour notre avenir. Et c'est ça qui fait que des gens très différents se retrouvent. Aragon dira Oui, parce que ce qui sera, sera. oui. Ce qui a été, sera. Oui. Pourvu qu'on s'en souvienne. Pourvu qu'on s'en souvienne. Alors, Parce que ce qui a été- beaucoup s'en sont souvenus, Oui. ont commencé à créer des jalons, Mais- à ajouter dans cette construction d'un avenir que nous voyons justement. mais même de manière concrète. Vous savez, le dicton marocain بالدارجة اللي تيقول عمل الخير ونساه de certaine manière. جيب C'est-à-dire- الله اللي تفكروا. ماشي عمل الخير، عملها مزيانة ونساها. عملها مزيانة ونساها. عملها مزيانة ونساها, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un matin, un jour, il y a un groupe de juifs marocains à Paris, Identité et Dialogue, Exact. avec, Avec le André conseiller Azoulay. royal André Azoulay et d'autres personnes. Ouais, Ils 72. disent, ben, nous, on est né au Maroc, ok, on est à Paris, mais on est juif marocain. Et on voit, que au sein du judaïsme, le judaïsme marocain n'est pas très valorisé. On voit qu'en Israël, les juifs marocains qui ont immigré là-bas, ils ne sont pas très bien traités. Il ne faut pas oublier les Panthères Noires, Wadi Salib à Haïfa, Mousrara à Jérusalem, etc. Et nous, on est juifs, on est marocains, et de par notre histoire et de par nos traditions, nous pouvons positivement contribuer au dialogue israélo-arabe au Proche-Orient, au dialogue Améliorer la situation. israélo-palestinien et au dialogue entre juifs et musulmans. Et ça a été le combat, un combat qui a duré 50 ans. Il a obtenu ses premiers résultats dans les années 90. Et ça continue aujourd'hui, malgré les aléas de la politique. C'est normal. Malgré, parce qu'on entend beaucoup plus parler des choses quand elles ne vont pas. On se dit par exemple que les nouveaux accords depuis 2-3 ans entre le Maroc et Israël, les Émirats et Israël et tout, ce n'est pas quelque chose de global, mais il faut commencer petit et devenir grand. De manière, On est dans la logique de Kissinger, des petits pas. Oui, une logique de petits pas, une logique de travail culturel, une logique aussi où les gens voient les bénéfices de la coopération et du partenariat. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous vivons dans une région du monde, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui est une région de conflit depuis un siècle, une région de guerre entre des pays et des ethnies, une région de coups d'État.
coup d'État, une région de guerre civile. Et alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux ailleurs. Les Européens, ils y sont que seulement depuis 80 ans. Avant, c'était 2 guerres mondiales et des guerres civiles. Les États européens existent depuis la fin du 19e. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut relativiser ça un peu dans un contexte un peu global, historique, pour comprendre que là, on est en train de démarrer quelque chose de nouveau, qui a démarré en 93 et en 95. Et même avant. Même avant. On va dire avec les premiers accords Oui. d'Oslo, parce Oui. que les accords d'Oslo, on a tendance à l'oublier. Ben, on va y arriver. Je voudrais qu'on Allez-y. continue à construire pour arriver justement aux accords d'Oslo et les projeter dans la situation que nous avons aujourd'hui. Un premier jalon, un deuxième jalon, un troisième jalon, un à Paris, et puis ensuite Beit Dakira arrive. Oui. Pour rappeler aux Juifs marocains qu'en fait, ils ont toujours vécu en paix, où la Torah et le Coran, dans cet édifice, Ouais. se regardent, Alors. sont mis l'un en face de l'autre. Est-ce qu'on peut... j'en ai la chair de poule. La chair de poule, oui. Ouais. Honnêtement, j'en ai la chair de poule. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont la chair de poule en entrant à Beit Dakira, et c'est vrai que c'est une idée, une réalisation qui est assez unique dans son concept. Et qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce que dit Beit Dakira Beit Dakira dit au Maroc, les cultures et les foi musulmanes et juives vivent et ont vécu côte à côte. Parce que il y a tellement de spécificités au judaïsme marocain et à la culture marocaine de manière globale, dans son rapport avec les minorités, que ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je veux dire, dans les années 50-60, il y avait ce qu'on appelle la goutte de lait. Les mamans qui n'avaient pas de lait pour leur bébé pouvaient aller avec leur bébé à la goutte de lait, et la maman qui donnait le sein, elle pouvait être musulmane ou juive. Dans ce pays, à part ce que je vous ai dit sur les seins, et je ne vous ai pas complété tout à l'heure, parce que ce qui est magnifique sur les seins, moi quand j'ai appris ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, des recherches par des... Il y a des livres écrits par des Américains, des Français, etc. Vous savez, il y a des saints juifs, d'abord juifs, mais où les musulmans peuvent aller, des marabouts. Wazan. Rabbi Amrani Ouais, ouais. Wazan. Et il y a des saints communs. Oui. Il y a des saints communs, 50-50. Oui. Et il y a des saints musulmans où les musulmans autorisent les juifs à venir. Alors pourquoi il y a des saints juifs ou des marabouts juifs où les musulmans peuvent aller, pourquoi il y a des saints ou des marabouts musulmans où les juifs peuvent aller? Parce que, comme vous le savez, dans la tradition, chaque marabout, chaque saint a une compétence particulière. La fertilité, la maladie de l'eczéma, le bonheur, etc. Et donc, c'est ça qui est magnifique. Et ça, c'est complètement partagé. Les prénoms, c'est très rare aussi au Maroc, les prénoms. Vous avez des femmes juives qui s'appellent Aziza. Vous aviez des juifs, ça je l'ai appris moi quand je suis allé en Israël et que j'ai rencontré de vieilles familles juives marocaines, les juifs nommaient Jamal, Mathalan, Youssef. Abdallah, Youssef. oui, Youssef, Mahmoud. oui, mais il y a des juifs qui s'appelaient Abdallah avec le nom du dieu musulman par exemple. Quoi d'autre? Les spécificités du judaïsme marocain. Mais revenons à Beit Dakira. Allez, Revenons à cette communion entre la Torah, dans son expression, et le Coran. Oui. Et encore, les mettre ensemble, quel est le message? À mettre le Coran et la Torah ensemble, et vous entrez, et vous êtes là, waouh! Mais vous savez, quand on partage des marabouts et des saints, et quand on partage à Essaouira un espace avec Coran et Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mémoire juive marocaine est fortement associée à la mémoire musulmane et arabe et amazigh et du Maroc et des Essaouira, tout simplement. oui. Vous savez, en 1912, les Français arrivent à Debdo, il y a 2000 habitants, les 2 tiers sont juifs, Oui. et le caïd est juif. Oui. C'est intéressant. quand même. Nous avons eu des juges à la Cour suprême, nous avons Mais eu beaucoup. des directeurs aux postes et télécoms, nous Bien avons sûr. eu...
Ça, oui. Je ne vois pas mais- pourquoi ceci étonne, puisque de toutes les manières, ils ont toujours été considérés, et ils le sont. Moi, à chaque, des fois, moi, à Oui. chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau, je m'étonne. Parce que j'ai découvert beaucoup de choses depuis que je suis sur le sujet. Alors, il y a les choses un peu visibles. Il y a eu le ministre, Léon Benzaken. Bon, tout ça, c'est du. Tout ça, c'est... Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Johanna, jusqu'à dans les années 80, a été vice-président de la Commission des Affaires étrangères au Oui, Parlement. oui. Quand il a le premier musée juif, parce que vous parliez de Beit Dakar, mais tout ça est lié. C'est vrai qu'il Ça était dit- l'un des fondateurs de l'UNFP, et qu'il était au cabinet d'Abdrahim Bouabid. qui est- Johanna. Johanna, oui, 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 oui. bien sûr, très très proche de Abdrahim Bouabid et aussi de Ben Barka à l'époque, etc. Mais pour dire quoi? Pour dire que vraiment la vie judéo-musulmane au Maroc, c'est quelque chose de réel. Une imbrication. Réel. C'est réel, à la limite. C'est pour ça qu'il y a eu identité et dialogue, comme on dit. C'est pour ça qu'il y a eu cette évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. Et c'est pour ça aussi, en Et c'est pour rapport cela. toujours. Juste un mot sur le Oui, bien spirituel. sûr, parce bien qu'on a sûr. parlé des marabouts. Bien sûr. Vous avez parlé de Beit Dekira. Moi, j'ai découvert quelque chose il y a quelques années. Et je me suis dit, je vais aller voir de mes propres yeux. Parce que, bon, on peut pas, c'est tellement fort. Ça, c'est en Israël même, au sud de Tel Aviv. Le principal, vous savez, bon, les Juifs sont des gens religieux. Israël est un pays religieux. Il y a beaucoup de laïcs, mais le principal saint juif aujourd'hui en Israël, il est né à Rissani. Bien sûr. Il est né à Rissani, il est parti en Israël, en Palestine, après 1948. Il est revenu et finalement il est parti mourir là-bas parce que, comme vous le savez, Jérusalem c'est le principal lieu du judaïsme marocain. Et donc le sanctuaire de Baba Saleh, donc Baba Saleh qui est connu, il est dans les chansons populaires marocaines, musulmanes, juives, etc. Ce sanctuaire est visité par près de 800 000 personnes par an. Et quand il y a la Hiloula, donc le Hiloula, dans la tradition hébraïque, religieuse, la Hiloula, c'est l'anniversaire de la mort. Et la Hiloula de Baba Saleh, il y a 2 ans, c'était vers fin janvier, février. Il y a 150 à 200 000 personnes, à tel point que les autorités israéliennes, alors il y a le mausolée de Baba Saleh, c'est accolé à un grand cimetière, mais ils ont construit un parc et un parking mais immense. Pour permettre à tout le monde d'être là. De venir, de planter la tente, de manger, parce qu'il y en a qui viennent pour la journée, il y en a qui viennent pour le week-end, il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui viennent de l'étranger, il y en a qui viennent du nord du pays. Je vous disais tout à l'heure qu'une émission n'est pas suffisante, on en fera une autre. Donc plusieurs jalons, de plus en plus. Beit Dakira en est un. Des expositions de par le monde. Et puis voilà que 2011, la Constitution, la nouvelle Constitution, reconnaît dans son préambule, c'est important, un préambule, l'empreinte hébraïque. Bien sûr. Et dans notre ADN. Mais ça, vous savez, c'était une chose. Je vais vous le dire comment j'ai ressenti ça, et même depuis le début. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet du judaïsme marocain, à l'histoire du Maroc, etc., l'une des premières choses que j'ai faites, j'avais été invité en Israël quand j'étais à l'université, aux États-Unis, j'avais été invité en Israël, mais je voulais être invité par, disons, la bonne partie. Parce que vous êtes étudiant marocain en Israël. Je ne voulais pas de récupération, pour le dire comment. Je voulais pas. Donc il y avait des groupes qui voulaient m'inviter et tout. Moi, je voulais y voir clair. Donc j'ai attendu d'être invité par un prof avec un profil qui était un gars de Fès d'ailleurs, à l'université hébraïque. Et donc j'y suis allé la première fois et je suis retourné l'année d'après. Parce que quand j'y suis allé, j'ai découvert beaucoup de choses la première fois. D'abord, j'ai découvert la présence de la culture marocaine dans le pays. Je vous parle de décembre 1985. Ça fait presque 40 ans. Premier voyage. Ça ne nous rajeunit pas. C'est presque 30 ans, un peu plus de 30 ans. Énorme.
La musique, la gastronomie populaire ou pas populaire, les gens, dès que vous leur dites que vous êtes marocain et vous êtes marocain juif ou musulman, non, musulman. Alors là, tout remonte, tout ressort. Et les souvenirs, et la musique, et tu connais, Les gens, ils sont marocains. Les juifs, les Israéliens Est-ce qu'ils marocains. peuvent être autre Non, mais est-ce qu'ils peuvent être, je vais vous dire, ce qu'ils peuvent être. Que les Juifs, quand ils ont émigré en Israël, on leur a demandé d'arrêter d'être juifs, je ne sais pas quoi, juifs marocains ou juifs chypriotes ou juifs estoniens ou je ne sais pas quoi. Maintenant, vous êtes des Israéliens. Ben, les Juifs marocains, ils ont dit, OK, on est Israéliens, mais on va rester juifs marocains. Mais qu'il y en a- parce que les conditions qu'on leur a Entre autres. données n'étaient pas les conditions auxquelles ils s'attendaient, donc il fallait que cette communauté se retrouve entre elles Oui, et oui. continue à être... Oui, mais bon, pas tous étaient rejetés. Il y en avait pas mal qui Ouais. n'avaient pas très bien été accueillis. Mais on peut dire qu'il y avait cette force. La culture marocaine, ça ne se perd pas. Elle est forte. Elle est, où qu'elle soit à Bruxelles ou qu'elle soit à Montréal ou je ne sais où, elle est toujours présente. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont rencontré des juifs marocains au fin fond de Manaus. Ils sont brésiliens, ils sont juifs marocains. J'ai des souvenirs comme ça. Et la culture marocaine est toujours là. Et c'est vrai. Parce que il y a une force, il y a une authenticité, il y a une richesse, et c'est des choses qu'on n'a pas envie de perdre. Donc je découvre ça en Israël, et après je me dis, bon, il y a quelque chose là. Bon, moi, le sujet m'intéresse. J'avais rencontré des juifs marocains à Paris avant d'aller en Israël pour leur demander un peu des contacts, l'objet de mon voyage, etc. Je rencontre des Marocains en Israël, comme si j'étais assis au Ma'arif. Vraiment. Je dis, il se passe quelque chose sur le plan culturel, sur le plan politique, il y a quelque chose là qu'il faut creuser. Après, quand je reviens à New York donc, pour poursuivre mes études, je vais m'inscrire en cours d'hébreu. Parce que je découvre un peu l'hébreu quand je suis en Israël, premier voyage, et j'entends et je parle avec les gens. Et puis il y a toutes ces choses un peu folkloriques, si vous voulez, shalom, salam, shalom, je sais pas moi, tous ces mots un peu qu'on rapproche, etc. Comme quoi il y a la proximité et tout. Mais je veux pas trop rester dans le folklore, je veux un peu approfondir les choses. Pour mieux comprendre. Ouais, pour mieux comprendre. Et je me dis, il y a vraiment de la proximité. Et pourquoi cette proximité on ne nous en a jamais vraiment parlé. Qui devait en parler? Je sais pas, l'école peut-être. Les jalons? L'école. Pourquoi même les Israéliens, les Juifs, ils ne le savent pas ça. Alors eux ne le savent pas, nous on ne le sait pas, donc chacun est dans son coin, on ne se parle pas, on se donne du dos, et on rate une occasion de communiquer, de peut-être faire pousser des choses, de peut-être créer de nouvelles belles choses pour nous et pour les futures C'est générations. toujours le cas aujourd'hui? Moins, mais aujourd'hui, disons qu'il y a la politique. Mais globalement, franchement, malgré les bruits de l'actualité, les choses ont évolué sur le plan des relations et des rapports entre les gens. Vous savez, je terminerai sur ça, sur ce point-là. Il y a un journaliste israélien qui m'interrogeait sur tous ces aspects et qui me dit « Oui, mais Jamal, tu dis ça et tu es un peu presque optimiste sur Maroc, Israël, judaïsme. » Je dis « Non, je ne suis pas optimiste. Je dis « Je constate sur le terrain, je suis sur le terrain depuis plus de 30 ans. Je vois comment les mentalités au Maroc, en Israël… » Les lignes ont bougé, ont bien bougé. sûr que ça a bougé. Il dit « Oui, mais regarde, finalement, il y a eu les accords d'Abraham, la signature… » Et le dernier sondage de l'Arab Barometer, c'est quelque chose qui est fait à Princeton, aux États-Unis, ils disent que seulement 30% des Marocains soutiennent la reprise des relations diplomatiques avec Israël. C'est une question que je vous poserai tout à l'heure parce que véritablement, c'est une grande question.